Marc-Antoine? Et ça, c'est une autre grosse différence avec le Biafra, c'est que les Biafrais avaient un soutien international. Il y avait la France, notamment, avec des mercenaires comme Bob Denard, etc. Où ils sont les soutiens internationaux de Boko Haram? Contrairement d'ailleurs à d'autres mouvements insurrectionnels au Nigeria, comme le MEN, sans même parler des Shabab en Somalie, qui ont des connexions dans une diaspora. Boko Haram, c'est évidemment pas le Kanuri National Liberation Front, ça c'est clair, et il n'y a même pas de connexion dans une diaspora, donc c'est assez étonnant au contraire. C'est de voir, c'est un mouvement qui est quand même un peu autarcique, si on fait abstraction des frontières poreuses. Et c'est là que je veux revenir quand même sur la grande mise en récit terroriste du groupe, sur sa prétendue internationalisation. Soyons clairs, dans ce Borno, qui est donc frontalier du Niger, du Tchad et du Cameroun, dès 2002, Boko Haram établit une ferme collective, une cité céleste sur la frontière à Kanama dans l'Yobe, sur la frontière du Niger. Ils ont des supporters, des fidèles au Niger, au Tchad, dès cette époque. Donc là-dessus, c'est pas nouveau. Ce qui a changé, c'est qu'il y avait un statu quo qui était dans les pays voisins. Boko Haram n'attaquait pas les pays voisins et en retour, ceux-ci ne l'attaquaient pas. Et c'est ce statu quo qui est en train d'être déstabilisé. Et ça, c'est dangereux. Mais sinon, il est clair qu'ils avaient déjà cette dimension internationale. Quand on dit aussi dans la grande mise en récit terroriste, et qu'on dit « Ah, regardez, tout d'un coup, là, ils tiennent du territoire et ils proclament un califat ». Moi, je veux bien, mais en 2002, ils tenaient déjà du territoire. Sur la période 2004-2009, avant que Mohamed Youssouf ne soit exécuté par la police, ils tiennent tout un quartier à Maïdougouri, qui est le quartier de la gare, Markaz, qui n'est pas seulement une mosquée, il y a des services sociaux, il y a du microcrédit, enfin c'est toute une ville à l'intérieur de la ville qui se développe. Et même en 2012, donc un an avant la proclamation de l'état d'urgence, on estimait déjà que Boko Haram tenait 2/3 des collectivités locales du Borno. Donc le fait qu'ils tiennent du territoire, c'est pas nouveau. Mais en réalité, ils le tiennent pas très longtemps. C'est-à-dire qu'ils le contrôlent tant que l'armée n'intervient pas, mais ils restent mobiles. Et d'ailleurs, les derniers revers qu'a connu Boko Haram, c'est précisément parce qu'ils ont fait la bêtise de vouloir se faire plus gros que le bœuf et d'imiter Daesh, je ne sais plus les acronymes, l'État islamique au Levant et en Syrie, et effectivement de prétendre administrer des localités. Ce qui a permis, une fois qu'ils étaient fixés, à l'armée de les bombarder par les airs et de les faire refouler. Donc là, ils sont en train de repartir un peu sur une stratégie de grande mobilité, de guérilla, qui effectivement implique moins de tenir du territoire. Mais dans le même temps, il y a quand même cette déstabilisation potentielle de la région qui a attiré l'attention de François Hollande, qui a convoqué une conférence autour de justement la sécurité dans la région, autour de Boko Haram. Il y a les incursions effectivement sur le Cameroun, le Nord Cameroun. Il y a quand même la frontière du Niger qui est pas très loin, etc. Et est-ce qu'il n'y a pas, malgré tout ce qui vient d'être dit par Marc-Antoine, il n'y a pas une volonté de déstabilisation de la périphérie du Nigeria à travers Boko Haram? Non, je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il y a une volonté de déstabilisation de la région pour toutes les raisons qu'on a évoquées et premièrement pour les objectifs que poursuit Boko Haram. En revanche, le constat de la déstabilisation est réel et du potentiel de déstabilisation est là dans des zones frontalières qui sont, pour les pays concernés, des zones essentiellement fragiles au départ. L'extrême nord du Cameroun, en particulier la zone de Difa au Niger, également, un petit peu moins peut-être pour le Tchad, qui est peut-être mieux armé pour résister, et puis qui est un petit peu protégé par ce qui reste du lac Tchad, peut-être moins directement en première ligne, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un potentiel de déstabilisation qui est réel, et une situation dans laquelle Boko Haram, effectivement, bénéficiait dans ces zones frontalières des pays voisins, de havres dans lesquels se ressourcer, s'équiper, trouver un minimum de ressources financières, voire humaines, puisqu'on a aussi des récits de recrutement plus ou moins volontaires dans les pays voisins, et que la mobilisation régionale a pour premier objectif de couper ses ressources. Toute lutte contre-insurrectionnelle dans un pays commence par fermer l'accès à un havre de repli et dans lequel on ne peut pas poursuivre l'insurrection. Donc de ce point de vue-là, il est difficile, je pense, de complètement
écarter cette dimension-là comme dimension de solution. La question, c'est comment est-ce qu'elle se traduit après sur le terrain, quelle est la réponse qui est apportée. La première des réponses, là, la mobilisation des États voisins pour contrôler leur territoire et d'une manière générale, pour le dire vite, ne pas fournir à Boko Haram ce dont a besoin l'insurrection pour se nourrir et pour se régénérer. Très bien. Zoran, peut-être un mot là-dessus sur les déstabilisations Écoutez, hors Nigeria, puis après on passera à l'aspect humanitaire. Je suis pas vraiment spécialiste de cet aspect-là. Moi, je crois que le cœur pour nous, CICR, c'est finalement de voir quelle est la situation des populations. Et ça, c'est une situation qui est dramatique. Je crois que c'est une situation qui est largement sous-reportée aujourd'hui. Alors je ne sais pas s'il y a des millions de déplacés qui ont gagné la ville de Maïdougouri. Nous, les chiffres qu'on a, c'est qu'il y en a 350 000 sur les 5 derniers mois. Il faut vous rendre compte que dans une ville qui avait 2,5 millions d'habitants avant le début de ce conflit, puisqu'on assiste quand même à une situation de conflit armé non international, que 350 000 personnes qui s'ajoutent à une population qui a déjà beaucoup de problèmes à avoir accès aux services de base, c'est catastrophique. Nous, je peux vous donner un exemple, le CICR a contribué à remettre en état de fonctionnement une clinique dans un des quartiers populaires de la ville de Maïdougouri. Lorsqu'on a lancé les travaux au mois de février, on a estimé avec les autorités sanitaires que c'était 25 000 personnes qui pouvaient avoir recours à ce centre de santé. Aujourd'hui, ce même centre de santé doit pouvoir réagir pour les besoins de 100 000 personnes. Et ça, encore une fois, dans un état où malheureusement, les services de base ne sont pas les plus forts ou les aussi bons qu'on puisse espérer. Donc la déstabilisation... Moi, j'aurais tendance à rejoindre ce que dit Marc-Antoine. Moi, je crois que Boko Haram a démontré depuis 4 ans, depuis 5 ans même, depuis 2009, qu'ils sont capables de se transformer chaque fois qu'ils sont mis sous pression. Et c'est vrai que peut-être que le risque aujourd'hui de cette mobilisation, encore une fois, il n'appartient pas au CICR de condamner cette mobilisation internationale ou de la justifier. Ça, c'est pas notre travail à nous. Mais c'est quand même de se dire que peut-être là, il y aura un terrain beaucoup plus fertile pour Boko Haram de convertir des gens dans l'extrême nord du Cameroun. L'extrême nord du Cameroun est aussi une partie du pays où il y a une différence d'accès aux soins, d'accès à l'éducation par rapport au sud du pays. Donc là, je crois que c'est des paramètres qu'il faut garder à l'esprit. Alors, on va approfondir ça. Ronnie, un mot peut-être ? Oui. Un mot, encore une fois, de non-connaisseur, de non-spécialiste. Donc, c'est plus un commentaire, disons, indirect, comme celui que j'ai fait tout à l'heure. Il me semble que cette conversation, enfin, je veux dire, toutes les questions qui ont été soulevées sont effectivement importantes et leur complexité apparaît au fur et à mesure des intervenants qu'on écoute. Mais il me semble quand même que la question militaro-sécuritaire ne peut pas résumer l'ensemble. Naturellement, il y a des enjeux de déstabilisation, des enjeux de sécurité, mais tout de même ce sur quoi prospèrent des groupes violents et radicaux, pour éviter de nommer des choses, des groupes violents et radicaux, c'est la corruption, c'est l'horizon bouché, c'est le détournement des ressources, c'est l'accaparement de la décision par des petits groupes. Et cela, ça caractérise d'abord le Nigeria. Alors je sais bien que ça n'est pas ni au gouvernement de la région, ni au gouvernement européen de dire à Goodluck Jonathan, pardon, maintenant il s'agit de se démocratiser, enfin, en tout cas on peut toujours le dire, mais ça ne suffit pas pour qu'il y ait des effets pratiques. Mais simplement, je pense qu'il faut avoir aussi une compréhension politique, à défaut de trouver les solutions qui en découlent, une compréhension politique de cette situation et des raisons pour lesquelles, enfin, Marc-Antoine rappelait tout à l'heure, et ça s'appliquerait par exemple au Mali, au moment de la montée en puissance d'AQMI, du Moudjahou, etc., les exactions commises par l'armée étaient largement passées sous silence. On a eu l'impression que le Mali le nord du Mali devenait un endroit terrifiant après avoir été pendant longtemps un havre de paix, tranquille, où la règle de droit s'appliquait. Non, le recrutement forcé d'enfants, le racket, la répression aveugle, c'était tout cela qui caractérisait le nord du Mali sous la coupe de la présence de l'armée malienne. Et on peut en dire autant, peut-être même beaucoup plus d'ailleurs, au Nigeria encore, ce qui permet de comprendre sur quoi a prospéré Boko Haram. Alors la contre-insurrection conçue dans sa dimension purement militaro-sécuritaire, elle est
nécessaire. Enfin, je ne conteste pas que ce soit l'un des enjeux de la question. Mais, et ça se relie à ce que je disais tout à l'heure, ça ne devrait n'être que l'un de ces enjeux. Et malheureusement, j'ai l'impression que c'est l'essentiel de ce qui se fait aujourd'hui. L'idée qu'il y ait une réponse militaire, policière, violente à la présence de cette secte semble l'emporter sur tout le reste. Je ne dis pas autour de cette table, je ne fais pas le procès des gens qui sont ici du tout, mais je constate ça dans la réaction générale. Alors on va approfondir ça dans la deuxième partie de notre débat, justement, toutes ces questions liées aux raisons profondes, et puis en même temps de la confrontation de l'humanitaire à ces questions-là. On va vous donner la parole aussi dans un instant, mais Priscilla voulait ajouter quelque chose, Priscilla Sadacci, et puis Laurent Viquet. Oui, je voulais juste rajouter qu'il faut tout le débat sur l'internationalisation de Boko Haram, il faut le remettre dans le contexte politique nigérian actuel aussi. Goodluck Jonathan est en campagne pour se faire réélire en 2015 et le fait, plus il va insister sur l'internationalisation de Boko Haram, plus il va mettre en avant que c'est un problème qui ne concerne pas que le Nigeria mais toute la région, plus il force la main aux acteurs régionaux pour intervenir et le soutenir dans la lutte contre Boko Haram, et surtout il partage la responsabilité de l'échec de la lutte contre Boko Haram avec ses partenaires et qui donc se dédouaner, parce qu'il faut savoir que l'administration Jonathan est très critiquée pour sa gestion de la situation dans le nord-est, et l'opposition n'arrête pas de pointer du doigt tous les échecs, toutes les failles du gouvernement Jonathan. Donc ça permet aussi de dire ce n'est pas que de ma faute, c'est un problème régional. Si toute la région n'y arrive pas, moi je ne pourrais pas y arriver tout seul. Voilà. Merci. Laurent Viquet. Oui, moi je voudrais aller brièvement dans le sens des deux intervenants précédents. D'abord parce que, effectivement, comme l'a dit Priscilla, le problème de Boko Haram est d'abord un problème du Nigeria, dont le Nigeria doit être comptable et responsable. Et donc, la mobilisation régionale, les États de la région ont tenu, quand ils se sont réunis à Paris en mai dernier, a bien affiché ça, et je crois que c'était l'intention aussi à la fois de la France, des États-Unis et du Royaume-Uni qui étaient représentés à haut niveau à ce sommet, de bien afficher ça et de le dire clairement aux Nigérians et au président Jonathan. Et la deuxième chose par rapport à ce que disait Ronnie Bourman, je ne peux pas être plus d'accord effectivement avec ce que vous disiez sur le fait que la réponse militaire n'est qu'une partie de la réponse à ce type d'insurrection, et que derrière il y a toute la problématique de l'extrême sous-développement de cette région-là par rapport même à d'autres régions du Nigeria, et que cette dimension malheureusement attire moins l'œil et moins immédiatement évidente qu'une décision de mettre sous sanction onusienne les leaders de Boko Haram, comme ça a été le cas, ou de décider de la mise en place d'une cellule de fusion de renseignement ou d'une force multinationale conjointe qui a plus de répercussions médiatiques, disons, dans un sens général. Mais en reprenant là encore ce que je connais, c'est-à-dire la mobilisation diplomatique autour de cette question, il y a autant de place qui est consacrée dans le relevé de conclusion du sommet de Paris aux questions de développement qu'aux questions purement militaires. C'est probablement peut-être une transition pour la suite. Le problème, quand on parle développement, c'est qu'aujourd'hui, l'accès est d'une difficulté extrême pour toutes les agences de développement, avant même de parler d'humanitaire. La Commission européenne a des programmes qu'elle destine au nord du Nigeria. Les Britanniques ont des gros programmes qu'ils destinent au nord du Nigeria. Du côté français, on est plus présent dans les pays voisins de manière plus historique, mais qu'ils ont énormément de mal à mettre en œuvre et donc à travailler justement à ce qui fait le contexte, le décor dans lequel prospère Boko Haram. Alors, développement, assistance humanitaire, on va évoquer tout ça là, dans la deuxième partie du débat, mais la parole est donc à la salle déjà, autour peut-être de précisions, de questions autour de Boko Haram, de questions sur ce qui a été évoqué par nos intervenants. Voilà. N'hésitez pas à vous lever pour qu'on vous identifie.